Génial, on est en live. Bonjour à tous. Mon nom est Julien Brault, PDG de Art Bacon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un économiste, Antoine Genet-Grégoire, qui est avec nous aujourd'hui. Premièrement, Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté ma demande d'entrevue. Ça fait plaisir. Bonjour. Donc, aujourd'hui, en plus, on parle des marchés boursiers, puis ça avait remonté en haut du sommet qui avait été atteint là, avant la crise. Là, ça ressemble chuter. On sait pas quoi penser. Il y a toutes sortes de phénomènes étranges. Donc, avoir un économiste, ça va être le fun aujourd'hui. Première question, Antoine, peux-tu te présenter toi-même? Qui est Antoine Genet-Grégoire dans tes propres mots? Tu m'as dit, Julien, je suis un économiste, c'est ma formation à la base, mais mon centre d'intérêt, c'est vraiment les questions fiscales. Donc, depuis que j'ai terminé mes études, là, j'ai travaillé à la chaire de recherche en fiscalité à l'Université de Sherbrooke pendant 4 ans. C'est économique, mais tous les économistes ne s'intéressent pas à la fiscalité. Là, c'est une petite portion de ce qui se fait là-dedans. Puis, depuis un an, je suis étudiant au doctorat en politique publique. Donc, encore là, je vais chercher une portion de ce que les économistes font qui s'intéressent plus à l'action du gouvernement. Puis dans ce cas-là, l'action des gouvernements par rapport aux taxes. Là, tu vas chercher un deuxième doctorat, c'est ça que tu es en train de dire? En fait, quand j'étais à la chaire, j'étais un employé. OK, je comprends. Un économiste à contrat qui fait des études pour gagner sa vie. Parfait. Cool. C'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent? Puis, si possible, si tu peux me mentionner le montant d'argent qui est impliqué. Quand j'étais petit, mes parents m'avaient inscrit à ce qu'on appelait la caisse scolaire. Okay. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'était un programme de Desjardins où, dans le fond, on recevait des petites enveloppes et chaque semaine, on faisait un dépôt. C'était ramassé à l'école, ça s'en allait dans notre compte de banque. Okay. C'était un moyen, je pense, que Desjardins avait de favoriser l'épargne. Il y avait des petites abeilles sur l'enveloppe et compagnie. Je pense que mes parents me donnaient 1 ou 2 dollars là, par semaine à mettre dans ma petite enveloppe que j'amenais à l'école. Puis c'est comme ça que j'ai eu mes premières sommes à moi, là, bien avant de gagner un revenu. Je pense que c'est mon premier souvenir d'argent. Cool. Puis, quel était ton revenu l'année dernière? J'ai dû faire à peu près 45 000 l'année dernière. Comme j'ai dit, je travaillais à la chaire en fiscalité. Maintenant, je fais un doctorat. Donc, j'étais un salarié depuis le milieu de l'année passée. Je suis un doctorant avec une bourse d'études. Donc, je ne sais pas quelle partie de ce revenu-là est imposable et non imposable, mais c'est à peu près de ce genre-là. Génial. Puis, c'est quoi ton actif net? Ça, je serais peut-être moins à l'aise de vous en parler. Parfait. Parfait. Puis c'est quoi ton conseil le plus puissant pour s'enrichir? J'ai étudié un petit peu les inégalités dans mon travail. J'ai l'impression que les gens qui sont riches étaient souvent à la bonne place. Il y en a beaucoup que c'est carrément parce qu'ils viennent. Ils étaient déjà dans les bons milieux, ils avaient déjà la bonne famille. C'est pas un conseil super utile si vous n'avez pas déjà un entourage avantageux, mais probablement qu'il y a beaucoup de valeur à se placer aux bons endroits, à s'entourer, à se mettre dans les milieux les plus pertinents là, pour pouvoir passer les opportunités. Donc, ton conseil, c'est de naître dans la bonne famille et sinon de marier la bonne personne? Potentiellement, je pense qu'il existe de ça. Il existe certainement de ça, marier ou simplement s'intéresser aux endroits, aux personnes qui nous inspirent. Mettons, de façon plus aspirationnelle que juste marier quelqu'un pour son nom et l'argent de sa famille, c'est un peu déprimant quand même. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant de t'avoir en entrevue parce que présentement, il y a plein de choses que j'ai du mal à comprendre dans la mesure dans ce qui se passe avec l'économie, notamment, tu sais, on assiste à une baisse, une contraction du produit intérieur brut qui est marquée, qui est inédite, du moins depuis que je suis en vie. Et parallèlement, le marché boursier, jusqu'à hier, était dans des sommets. Là, il semble avoir perdu 4-5 % aujourd'hui. Je n'ai pas regardé là, dans les 2 dernières heures ce que je t'occupais. Comment c'est possible que le marché boursier continue à monter tandis que l'économie... Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a un moyen de mieux comprendre ce qui est en train de se passer? Je pense que les marchés boursiers suivent en partie l'activité économique, mais les marchés boursiers, c'est dominé par un certain nombre d'acteurs qui sont très, très, très poussés vers l'avenir, qui souvent réagissent extrêmement fortement à des petits changements. Là, en ce moment, des petits changements, il y en
il y en a tous les 2, 3 jours. Mm. Souvent, les marchés boursiers réagissent beaucoup aux statistiques économiques. En ce moment, les statistiques économiques, pour ce que j'en sais, les gens chez Statistique Canada ou leur homologue ailleurs, ils se grattent la tête en tabarouette parce que leurs instruments pour sonder les gens ne marchent pas très bien. Toutes nos questions pour savoir l'état du chômage, c'est pas bien équipé pour capter les gens qui travaillent mais travaillent moins ou travaillent mais gardent leurs enfants en même temps qui sont au bord de la crise de nerfs. Toutes ces choses-là, on n'est pas super habile à les capter. Fait que je pense que les gens qui font bouger la bourse déjà, en général, ils ont des signaux partiels. Dans ce moment, les signaux sont particulièrement difficiles à avoir. Je ne trouve pas ça surprenant qu'on ait énormément de volatilité en ce moment. Ça semble logique. Puis, tu as participé à une étude là, sur l'altération en matière de fiscalité des Québécois. Est-ce que on a une bonne note et est-ce que la fiscalité est plus complexe? Moi, je trouve que c'est extrêmement complexe. Je suis un gars qui j'aime ça, les trucs. J'aime ça étudier des trucs relativement complexes et je me perds complètement dans la fiscalité. Fait que j'ai 2 questions pour toi. C'est un, est-ce que les Québécois sont en retard en matière de comprendre la fiscalité? Puis est-ce que 2, au Québec et au Canada, on a de la fiscalité plus complexe qu'ailleurs? Ouais, c'est deux beaux morceaux de questions. L'étude qu'on a fait, dans le fond, c'est la deuxième qu'on fait sur la littératie fiscale. La première était juste au Québec, la nouvelle, elle est pan-canadienne. Ça nous donne un point de comparaison dans le temps, ça nous donne un point de comparaison dans l'espace. Est-ce que les notes qu'on a sont bonnes? Pas tant que ça. La note moyenne, c'est 50% dans notre quiz. Évidemment, si on avait fait un quiz plus facile, les notes seraient plus élevées. C'est nous-mêmes qui l'ont construit, mais si on regarde par rapport à ce qu'on avait fait avant, les notes sont presque les mêmes. Donc, visiblement, ça ne s'améliore pas ou à tout le moins, on capte la même chose. Si on veut se comparer, le comparatif évident, c'est les autres provinces canadiennes. C'est pour ça qu'on a étendu notre étude. Puis à ce compte-là, on fait légèrement mieux que les autres Canadiens. Ce qui n'est pas ce qu'on se serait attendu parce que pour nous, la littératie fiscale, ça dérive de ce qu'on appelle la littératie financière. C'est-à-dire le fait de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer ses finances de façon adéquate. La fiscalité, c'est un bout des finances personnelles. Puis, dans les résultats de littératie financière, les Québécois actuellement font moins bien que les autres Canadiens. Fait que là, on observe l'inverse. C'est pas une énorme différence, on observe l'inverse. Fait que ça, c'est un peu une surprise, entre autres parce que notre fiscalité est théoriquement plus compliquée que celle des autres Canadiens, dans la mesure où nous, on a 2 déclarations d'impôts, puis deux vocabulaires d'impôts qui veulent souvent dire la même chose, mais qui s'écrivent différemment. Donc, on se serait peut-être attendu à ce que les Québécois fassent moins bien. Or, c'est pas le cas. Ils font légèrement mieux, mais mettons, le résultat général, c'est que les gens font pas super bien at large. Puis, spécifiquement, dans les questions qui concernent la fiscalité. À savoir si la fiscalité est plus complexe que celle des autres ou non, il y a vraiment beaucoup de gens qui se posent des questions sur comment on mesure la complexité de la fiscalité. Puis, il n'y a pas vraiment de consensus. Il y a le classique, c'est de mesurer la longueur de la loi de l'impôt. Habituellement, les gens qui veulent réduire les impôts vont souvent amener ça. C'est un bel argument visuel de déposer la loi de l'impôt sur un bureau. Mais en même temps, la complexité n'est pas juste dans la loi de l'impôt, elle est aussi dans l'interprétation. Par exemple, la loi de l'impôt américaine est beaucoup plus grosse que la loi de l'impôt canadienne, mais c'est la façon dont ils écrivent leur loi qui fait ce genre de choses-là. Il y en a qui vont prendre le temps que ça prend aux gens pour faire leur déclaration. Là, effectivement, on a peut-être quelque chose, le temps ou l'argent, c'est dépendamment de si vous êtes une entreprise, si vraisemblablement vous payez quelqu'un pour en faire. Ça, c'est l'autre mesure, mais c'est pas super concluant. Est-ce qu'on a des impôts plus complexes que d'autres? On est probablement quelque part dans la moyenne. Une des choses qui rajoute beaucoup de complexité pour, disons, le commun des mortels. Tu parles du Québec par rapport au reste du Canada ou le Québec par rapport au reste du monde? Parce qu'il me semble qu'il y a des juridictions dans le monde où c'est relativement... Puis là, je ne suis pas un expert des fiscalités de d'autres endroits, mais il me semble que, par exemple, en Europe de l'Est, ça semblait relativement facile de faire ses impôts. C'est un flat rate et il y a peu d'exemptions. Donc, en tout cas, mais je ne parle pas comme expert. Je parle juste comme gars qui a entendu ça et qui se dit, maudit que c'est compliqué ici, il me semble que ça doit être plus simple ailleurs. Je ne ferai pas de distinction entre le Québec et le Canada là-dessus parce que si on doit se comparer avec le reste du monde, la différence Québec-Canada devient beaucoup plus petite. C'est quand même les mêmes bases. Par rapport au reste du monde, le flat tax, ça revient souvent dans les questions de complexité fiscale, mais en fait, c'est vraiment pas très compliqué de calculer son impôt sur des paliers. Visiblement, les gens ne comprennent pas bien les paliers, si on le voit dans nos sondages, mais si tu l'as déjà vu dans la déclaration d'impôt, il y a un petit tableau qui a été fait pour nous-mêmes, pour nous permettre de le calculer. Quand on a une énorme proportion des gens qui font leur impôt avec un logiciel,
Les paliers, c'est mathématiquement complexe, mais c'est pas tant complexe que ça à mettre en place. Ce qui rend un impôt complexe souvent, c'est plutôt est-ce que ce type de revenu est imposable ou non? Sous quelles conditions est-ce que je peux réclamer telle ou telle déduction? La quantité de déductions qu'il y a, le nombre de cases et de choses qu'il faut prouver pour avoir droit à une déduction, un crédit, le nombre de preuves qu'il faut garder. Puis ça, c'est plus, disons, submergé que juste les paliers. Effectivement, si on a 30 paliers, ça a l'air plus compliqué qu'avoir un seul. Mais 30 paliers, ça commencerait à être compliqué. Là. Ça prend pas 200 souvent, pages non plus de montrer un escalier en temps et temps. C'est ça, c'est un petit tableau. Mm. Une fois qu'on comprend la mathématique derrière, c'est pas très compliqué, mais comprendre si on a droit au crédit d'impôt pour le marin québécois, ce que j'ai aucune idée, qui n'est que je sais que ça existe, ou que ça existait. Ça, c'est beaucoup plus, c'est souvent là où la complexité existe, puis souvent, c'est une raison pour laquelle on a étudié en fait la littératie fiscale, c'est que notre crainte, c'était qu'il y avait des mesures, surtout des crédits d'impôt, qui sont trop compliquées pour être efficaces. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui laissent de l'argent sur la table, puis souvent on investit des sommes quand même importantes dans ces mesures-là, on aimerait ça que ça ait un effet. Puis si, parce que les gens ne les comprennent pas, il peut y avoir d'autres raisons pourquoi les mesures ne marchent pas, mais si c'est bêtement parce que les gens ne les comprennent pas ou ne savent pas qu'ils existent, ben on est en train de rater une occasion, mais disons, comme gouvernement, quand on essaie de mettre quelque chose en place. Puis là, je parle d'un économiste qui, en plus, étudie la fiscalité et je vois les gouvernements, puis on va juste parler du Canada parce que c'est ça qui nous intéresse en tant que contribuables. On voit nos gouvernements, surtout le gouvernement fédéral, mais aussi le gouvernement provincial, dépenser des sommes faramineuses et c'est pas des prêts comme en 2008, donc ce sera pas, la plupart de ces sommes-là sont dépensées. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'on on va augmenter nos impôts pour repayer cette dette-là? Ou non? Ou on va juste imprimer de l'argent, entre guillemets, puis l'inflation va faire en sorte que la dette va être gérable, mais on va perdre nos actifs. C'est quoi, selon toi, qu'est-ce que tu penses qui va arriver là, dans les prochaines années? Ça dépend vraiment de la longueur de la crise et des mesures qu'on met en place. En ce moment, on discute sur la base surtout de la subvention, pas de la subvention salariale, de la PCU et un petit peu de la subvention salariale. Au début, on s'attendait à ce que ce soit la subvention salariale qui coûte une fortune. Finalement, c'est le contraire qui s'est passé. On est encore, à ma compréhension, on est encore dans des niveaux de dette. La dette canadienne va monter d'un gros coup. Mais on est encore dans des niveaux qui sont très facilement gérables pour le gouvernement fédéral. Là, on parle de probablement quelques milliards chaque année, pas des dizaines, mais comme 2, 3, 4 milliards par année pour payer l'intérêt pour 200-300 milliards de dettes de plus qu'on va engager cette année. Donc, si vous regardez un budget du gouvernement fédéral là, ou carrément une plateforme de parti politique fédéral, quelques 2, 3, 4 milliards, c'est vraiment en bas de la fourchette de ce qui est significatif. Donc, si on reste dans l'horizon qu'on a en ce moment, on n'a pas nécessairement besoin d'augmenter nos impôts ou de baisser les autres services là, dans les années futures. Mais la question, c'est qu'on ne sait pas vraiment combien de temps on va rester sur ces choses-là. En ce moment, on est en train de discuter de la poursuite de la PCU. Et là, en ce moment, les estimations qu'on a, viennent du directeur parlementaire du budget qui semble nous dire que la PCU, elle coûterait de moins en moins cher. Si on la garde jusqu'en janvier 2021, on parle de 50 à 70 milliards de dollars, ce qui n'est vraiment pas une somme négligeable, mais c'est autant que tout ce qu'on a dépensé depuis le début de la crise pour quasiment 2 fois plus de temps. Parce qu'à mesure que l'économie reprend, il y a de moins en moins de gens qui s'en serviraient. Mais à mesure que l'économie reprend, c'est une question un petit peu ouverte. On ne sait pas à quel point ça va arriver vite. Puis on ne sait pas à quel point il va falloir d'autres mesures pour que l'économie reprenne. Il y a beaucoup de gens qui discutent, ça nous touche moins au Québec, mais il y a beaucoup de gens qui discutent on a un problème de garderie, on a un problème qu'en ce moment, comme les écoles sont fermées, les enfants redeviennent à la charge des parents. Il y a plein de ces parents-là, puis c'est surtout des femmes que ça touche, qui ont des emplois où normalement quelqu'un d'autre s'occupe de leurs enfants dans la journée. Puis si on veut, au Québec, on n'a pas si mal le service de garderie, mais on n'en a pas du tout dans le reste du Canada. S'il faut inventer des garderies pour repartir l'économie, aux frais du gouvernement fédéral, mais ça aussi, c'est une dépense qui se rajoute. Puis là, si on décide qu'on crée un système national de garderie, ben là, vraisemblablement, on va débalancer le budget fédéral qui est déjà en petit déficit naturellement. Là, peut-être qu'on se lance dans quelque chose. Mais tant qu'on parle de mesures temporaires et qu'on imagine que l'économie reprend à la fin de cette année-ci, vraisemblablement, c'est simplement une dette, un peu plus grosse dette, mais c'est une dette qu'on peut transporter. Donc c'est gérable, mais admettons que justement les choses ne vont pas vont moins bien que c'est prévu. Ça peut trouver un vaccin, comme beaucoup en parlent, c'est très incertain. On n'a toujours pas trouvé un vaccin pour le sida, puis ça fait des décennies. Si le gouvernement venait à s'endetter plus, est-ce qu'on a de la place pour augmenter les impôts? Est-ce que le gouvernement fédéral pourrait augmenter
les impôts de manière substantielle et les gens seraient capables, ça augmenterait les revenus, les recettes fiscales ou l'économie où les gens se mettraient à soit arrêter de travailler, à frauder ou est-ce qu'on peut atteindre un niveau où c'est plus vraiment optimal d'augmenter les impôts? Parce que j'ai l'impression que nos impôts sont relativement élevés. Je pense qu'ils sont encore plus élevés en Scandinavie, mais on est quand même dans les tops mondiaux. Non, en fait, on n'est pas dans le top mondial. À chaque année, à la Chaire, on publie le bilan de la fiscalité, puis à chaque année, on ressort qu'on est les plus imposés au monde. Mais c'est un tableau sur les 12 qu'il y a dans le bilan. On est les plus gros usagers d'impôts sur le revenu au monde, au Québec. Mais si on additionne tous les impôts qu'on utilise, en fait, on est. Puis là, je prends le Québec, le Canada, c'est un peu moins, mais si je prends le Québec, on est quelque part dans le milieu de peloton. On se compare aux Pays-Bas ou à l'Allemagne. Mais il y a des pays qui imposent beaucoup. L'entièreté des prélèvements fiscaux sont beaucoup plus gros, notamment les pays scandinaves, mais aussi la Belgique, la France, qui imposent au total plus que nous. Puis il y a aussi de l'autre bord, il y a un paquet de pays qui imposent pas mal moins que nous, notamment notre voisin du Sud. C'est ça la différence peut-être avec les Européens. Nous, on a un voisin qui nous influence beaucoup, puis les Américains sont une exception là, en termes de tellement peu d'impôts. Fait que le Canada ressemble un peu plus aux États-Unis qu'aux Européens. Mais en théorie, il y a de la place pour augmenter les impôts. En pratique, qu'est-ce que ça implique? Il y a des gens qui étudient les changements. Est-ce que souvent, c'est surtout étudié d'un point de vue politique, est-ce que les gouvernements sont punis pour des hausses d'impôts? Des fois oui, des fois non. C'est pas si clair que ça. Des fois, le gouvernement, on change de gouvernement, puis le gouvernement d'après fait la même chose pareil. Il est arrivé des choses comme ça. Là. Si on pense aux Grecs là, qui ont sorti leur parti traditionnel, qui ont voté pour un parti très à gauche, puis qui a fini par faire des réformes qui n'étaient pas si, quand même différentes, mais pas si différentes que ce que les gouvernements qui étaient là avant envisageaient de faire. C'est clair qu'il existe de l'espace. Si on se compare au reste du monde, on n'a pas une fiscalité qui est si lourde que ça. Est-ce que ça aurait des conséquences? C'est pas si évident que ça. Puis, j'ai mal compris ta distinction. Tu m'as dit les Québécois sont les plus gros usagers d'impôts au monde. Peux-tu me faire la distinction entre le classement où on est les pires puis la réalité? Parce que j'ai mal compris. C'est l'impôt sur le revenu. Okay. Donc, on est le plus gros usager d'impôt sur le revenu, donc celui avec les paliers qu'on paye, qui est souvent retenu sur notre salaire ou qu'on paye à la fin de l'année quand on est travailleur autonome. Mais il y a aussi les cotisations sociales, il y a aussi les taxes à la consommation. Puis ça, on les utilise beaucoup. Disons, on utilise autant l'impôt sur le revenu que les Danois, par exemple. Mais eux, en plus, ont une très grosse taxe à la consommation. Ils ont des plus grosses cotisations sociales que nous. C'est ça, c'est la différence. Disons, les impôts au total, on n'est pas dans les plus gros au monde. Donc, effectivement, si je comprends bien, puis on dit effectivement, les économistes disent qu'il y a une courbe qui s'appelle la courbe de l'affaire où après un certain niveau d'imposition, les recettes fiscales tendent à diminuer. Dans le fond, si on augmente, parce que les gens se disent, je vais pas prendre un contrat de plus, je vais changer de pays, ainsi de suite, mais on pourrait juste augmenter les taxes de vente, puis on aurait plus de recettes fiscales, right? Potentiellement, actuellement, on considère que les taxes de vente ont moins de distorsion, mais c'est surtout parce qu'ils sont neutres sur l'épargne, c'est-à-dire que vous êtes taxé, si vous dépensez votre revenu tout de suite, vous êtes taxé tout de suite, si vous le dépensez plus tard, vous êtes taxé plus tard, vous n'êtes pas taxé deux fois. Oui, effectivement, une des voies qu'on pourrait prendre si on voulait augmenter la fiscalité, c'est de hausser les taxes à la consommation. Quand on parle des États-Unis, c'est souvent ça qui ressort, c'est le seul pays avancé qui n'en a pas de taxes à la consommation. Puis au Canada, on a baissé les nôtres de 2 points sous Stephen Harper. Les gens ne l'en pas souvent, mais c'est probablement l'héritage le plus important du temps de Stephen Harper au pouvoir, c'est d'avoir privé le gouvernement fédéral. Aujourd'hui, ça va être à peu près 15-16 milliards de dollars de revenus par année. Effectivement, c'est une des zones où on pourrait regarder, mais il faut aussi voir, c'est pas évident, en fait, on ne peut pas vraiment savoir si on est proche d'une zone où hausser l'impôt va se mettre à nous faire perdre des revenus. Ça dépend beaucoup aussi de ce qu'on fait faire à notre administration fiscale. C'est aussi aux États-Unis qui ont ces problèmes-là. Ils ont des impôts relativement élevés sur les riches aux États-Unis, mais ils définancent leur administration fiscale. Donc, si on laisse les gens faire plus d'évasion, si on laisse les gens déménager et amener leur argent ailleurs alors qu'il a été gagné ici, ça aussi, c'est une décision pas juste de taux et de niveau d'impôt, c'est aussi une décision de quel temps on donne à notre administration fiscale.
Puis une chose qui est intéressante qui se passe en ce moment, c'est que chaque fois qu'il y a une crise et que les gens ont des difficultés financières, ils perdent leur emploi, ce qui est le cas présentement, on a tendance à se tourner vers les riches puis dire comment ça, eux, l'ont plus facile. Puis je trouve que c'est encore pire présentement parce que les marchés vont bien jusqu'à preuve du contraire. Donc les riches n'ont pas perdu grand-chose. Ils ont des ressources illimitées. Puis là, il y a des gens qui souffrent. Puis on voit des mouvements, surtout aux États-Unis, où les gens veulent imposer une espèce de taxe sur le patrimoine. Donc, c'est pas sur du revenu, c'est juste parce que tu es riche, tu dois payer. Et même récemment, j'étais surpris de voir que Bill Gates disait qu'il pensait pas que politiquement, les États-Unis allaient jamais faire ça, mais que s'il en adoptait une, il serait prêt à la payer comme tout le monde. Et il y a Warren Buffett aussi qui a fait plusieurs déclarations en disant que les riches ne sont pas assez taxés. Est-ce que ça a du sens d'avoir une taxe sur le patrimoine? Ma première, parce que, tu sais, oui, est-ce que Bill Gates a les moyens de payer plus de taxes? Je pense que oui. L'enjeu, c'est que c'est du monde extrêmement mobile. On met une taxe, ben là, puis on a vu, il y a des gens qui changent de juridiction. Il y a un des cofondateurs de Facebook qui a renoncé à sa citoyenneté américaine. Puis les États-Unis ont un pouvoir d'attraction très important, fait que peut-être qu'ils pourraient se permettre, mais est-ce que c'est dangereux pour un pays comme le Canada de dire, ben maintenant, si t'es milliardaire, tu vas payer des fortunes, puis t'as juste, c'est facile d'acheter un passeport quand t'es milliardaire. Est-ce qu'il y a un risque avec ça ou c'est une bonne politique? Ou je suis curieux d'avoir ton avis d'économiste. Ben, au sens large de fiscalité, ça reste c'est un compromis social. C'est-à-dire que je disais, on a moins d'impôts que les Européens, on a plus d'impôts au total que les Américains. Mais on est une société différente, entre autres. Comparé aux Américains, on a de l'assurance maladie, mais comparé aux Européens, on a beaucoup moins on a des transferts moins généreux. Donc, à la limite, tout impôt, si on décide qu'on veut imposer beaucoup plus les riches, on a le loisir de le faire si c'est le consensus politique qui se dégage dans notre pays. Après ça, est-ce qu'il y a des conséquences? C'est sûr que faire cavalier seul, c'est plus difficile. Mais en ce moment, il y a un certain momentum de la part de tous les pays, parce que c'est vrai que c'est un risque que les personnes très riches quittent le pays, mais c'est un risque dans la mesure où il y a un autre pays qui est prêt à les accueillir. Donc, il y a de la coopération internationale qui joue là-dedans. Et puis, le Canada tout seul ne peut rien faire, mais si le Canada se lie, par exemple, à l'Union européenne, décide de prendre action là-dessus, la porte qui est possible pour quelqu'un de déplacer son actif n'importe où est un peu moins ouverte grande. Disons que les États-Unis, oui, ont énormément d'influence, mais ils ne sont pas tout seuls non plus. Donc, c'est clair que c'est difficile d'envisager des impôts spécifiquement sur les très, très riches sans aucune coopération, mais ce n'est pas dit qu'il y aurait aucune coopération sur ces choses-là en ce moment. Sur ce qui est de la pertinence d'un impôt sur la richesse, c'est un gros débat chez les économistes qui s'intéressent aux finances publiques. Puis, il y a des arguments beaucoup d'économie politique, c'est-à-dire que, surtout quand on regarde aux États-Unis, il y a vraiment la crainte qu'il y a des gens qui sont tellement riches qui sont en train de capturer la démocratie. Je pense que c'est un des arguments les plus forts en faveur de ça. Puis quand on regarde les États-Unis où les contributions politiques sont illimitées, où vraisemblablement tu peux t'acheter des élections ou pas loin, c'est vrai qu'il faut probablement faire quelque chose à propos de ça, mais là, il y en a qui vont rétorquer que c'est pas clair que c'est une taxe sur la richesse qui est le moyen de faire ça. Il pourrait peut-être aussi adopter des régimes où on empêche les gens de contribuer aux campagnes politiques, où on finance publiquement les partis politiques, qui est un débat qu'on a à plus petite échelle, mais on a eu au Canada. Il y a beaucoup de gens qui sont insurgés, par exemple, que les partis reçoivent la subvention salariale. Mais ça, par exemple, on avait eu le débat aussi. Est-ce que les partis devraient être subventionnés ou non? Mais si on décide de subventionner nos partis politiques, en théorie, on donne moins d'influence aux riches donateurs sur notre processus politique. Mais bon, dans le cas des gens qui sont triple, quadruple ou multimilliardaires, est-ce qu'ils sont capables de contourner ça? Peut-être. J'ai pas malheureusement, c'est une réponse de chercheur, là, j'ai pas de réponse définitive, mais ça fait aussi partie de notre débat. C'était dans la plateforme du Parti néo-démocrate aux dernières élections, puis je serais pas surpris que ça réapparaisse. Puis même les libéraux qui sont plus au centre ils ont une sensibilité pour la question d'imposer les plus riches. Ils se sont fait élire en 2015 avec une promesse de palier plus élevé qui captait un peu de ça. Puis il y avait aussi des choses de ce type-là dans leur plateforme. Donc, même si le débat est peut-être plus un débat américain, il y a clairement des échos ici. Est-ce qu'il y a un moyen, parce que
tu sais, quand on pense aux exemples extrêmes, puis la fiscalité, c'est pas juste imposer deux, trois personnes qui sont extrêmement riches. Ça ferait même pas beaucoup de revenus fiscaux, même s'ils sont extrêmement riches. Et je pense que personne dit, OK, Bill Gates, il peut payer plus d'impôts, puis il est extrêmement liquide, donc il y a beaucoup de... Sa fortune est en action, est en obligation, est en cash. Donc lui, il pourrait payer, puis ça changerait rien. L'argument que j'ai souvent vu par rapport à l'impôt sur le patrimoine, c'est quelqu'un qui hérite. Puis je dirais que c'est un argument qui est plus commun en Europe, parce qu'au Québec, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de patrimoine ou d'entreprise familiale. Mais en Europe, tu as des gens qui ont hérité d'un vignoble, d'une entreprise familiale qui vaudrait sur papier, puis quand ils font, ça vaut 5 millions, 10 millions, 15 millions. C'est des gens qui sont quand même bien nantis. On n'a pas besoin de pleurer sur leur sort. Mais le jour où on dit il faut que tu payes 2-3 % de ça, ils disent ben, regarde, j'ai fait 300 000 de profit l'année dernière, puis vous me demandez 400 000, il va falloir que je vende l'entreprise, on va le vendre à un grand groupe, puis ensuite, on va aller travailler ou on va profiter de nos 5 millions. Mais à un moment donné, est-ce qu'il y a un moyen de limiter ça? Parce que je trouve que c'est l'argument le plus convaincant contre l'impôt sur le patrimoine, c'est de forcer les entreprises familiales, en fond, à se vendre, parce que c'est des richesses qui sont, en fait, pas liquides. Est-ce que les économistes ou les gens, il y a des endroits où il y a de l'impôt sur le patrimoine, est-ce qu'ils ont trouvé un moyen d'enlever cet effet pervers-là de la mesure? À ma connaissance, la logique, disons, pour les héritiers, il y a deux logiques. Il y a une logique d'équité, c'est-à-dire que on considère que si vous êtes riche parce que vous avez travaillé, construit une entreprise, c'est plus légitime que si vous êtes riche parce que vos parents l'ont fait. Donc, c'est ce qui explique. Puis, même sans avoir une taxe sur le patrimoine, nous, on a la réalisation du gain de capital au décès qui est une forme d'impôt sur les successions. C'est souvent ça la proposition contraire à l'impôt sur le patrimoine. C'est qu'on va imposer le patrimoine, mais juste une fois au moment du décès, mais ça pose le même problème pour les entreprises familiales, c'est juste que ça le pose une fois. Et la logique, c'est aussi que si on crée une taxe sur la richesse, on oblige, dans une certaine mesure, les héritiers à continuer de faire fructifier le capital familial. C'est aussi pour ça, c'est de dire que s'ils ont des fortunes, on va s'arranger pour qu'ils aient des fortunes qui rapportent. Donc, ils créent du rendement, donc leur argent est investi dans quelque chose qui rapporte. Et s'ils ne sont pas bons gestionnaires de la fortune familiale, ils ne seront pas capables de dégager les liquidités pour payer l'impôt. Donc, on crée comme un incitatif à avoir des bons héritiers. Okay. À quel point ça tient dans la réalité, je ne pourrais pas le dire. C'est pas tous les actifs qui sont. Effectivement, c'est pas tous les actifs qui sont aussi liquides. Souvent, les impôts sur le patrimoine, on a un impôt sur le patrimoine, c'est la taxe foncière. Mais en général, les propriétés foncières dégagent souvent des revenus. La plupart, c'est des propriétés locatives. Donc, dans ce cas-là, je pense que ça se fait assez bien. Puis, dans beaucoup de pays européens, c'est ça qu'on a comme taxe sur le patrimoine immobilier, parce que, en général, le patrimoine immobilier, dans beaucoup de cas, dégage des liquidités. Donc, je pense qu'on n'est pas nécessairement confronté à ce problème-là. Les propositions plus funky aussi, il y a l'idée que des impôts comme ça pourraient être payés sous forme d'actions. C'est-à-dire que si ton entreprise n'est pas liquide, ben, tu pourrais donner ta taxe sur le patrimoine sous forme d'action qui est donnée au gouvernement. Puis il y en a même qui parlent de remplacer complètement l'impôt sur le revenu par des participations gouvernementales. Ça aurait l'avantage que l'État serait exactement dans la même situation que les actionnaires. Donc, il y aurait peut-être un meilleur alignement. Des fois, on trouve que les entreprises, supposément au bénéfice de leurs actionnaires, sont vraiment au détriment de la société. Ben là, si l'État est un actionnaire, même minoritaire, potentiellement, ça ramènerait des incitatifs plus proches. Mais je dois dire, je m'éloigne des choses que moi, je connais. Mais je sais qu'il y a comme beaucoup de propositions là, qui circulent sur ce genre de choses-là, comment ça pourrait être mis en place. Puis en terminant, qu'est-ce que tu penses comment tu penses que l'économie va être transformée par la pandémie courante? Puis là, je pense que lui-même aussi est tout le temps, les choses ne seront plus jamais les mêmes, tout est nouveau, puis la réalité, c'est que l'histoire se répète souvent. Mais en tant qu'économiste, comment tu vois cette crise-là? Est-ce que tu vois ça comme une autre crise, parce qu'il y en a toutes les quelques années, ou quelque chose qui pourrait transformer l'économie puis avoir des effets durables? À court terme, c'est vraiment différent de beaucoup de choses qu'on a vues parce que nos économies, puis encore plus nos économies peut-être mondialisées, axées sur le savoir, reposent énormément sur le contact entre les gens. C'est pour ça qu'une pandémie, c'est comme la crise parfaite en ce moment parce que
on a besoin que les gens soient en contact. On vante les villes comme Montréal où il y a un certain nombre, il y a un mélange des idées, un mélange des gens qui viennent de partout autour des universités, des choses comme ça. Ça, c'est précisément ce qui marche pas en ce moment. Les gens peuvent pas se rencontrer, les gens peuvent pas échanger, les gens peuvent pas se déplacer pour aller là où il y a d'autres gens comme eux, ce qui est un intérêt de toute la mondialisation. Tout ça, c'est arrêté en ce moment. Ça, c'est quelque chose que c'est complètement dévastateur pour les économies qu'on connaît. Si on était encore dans une économie plus industrielle ou plus agricole, on aurait moins des problèmes. Notre économie planterait beaucoup moins en ce moment que c'est le cas. Est-ce que c'est durable? Je ne sais pas. Il y a fort à penser que, entre autres à cause des changements climatiques, des pandémies, ça risque d'arriver plus souvent. Si on tient un mal plus fréquent dans un climat un peu déréglé, fait peut-être que ces effets-là vont devenir plus durables. Ces effets deviennent plus durables, ça veut dire moins de vols en avion, moins d'étudiants internationaux, moins de rencontres en tout genre. Ben, ça, effectivement, ça peut avoir des gros impacts aussi. Ça fait une couple d'années qu'on a un débat, est-ce que la mondialisation va s'arrêter? Ça, c'est quelque chose qui peut ralentir la mondialisation, puis effectivement changer la façon dont nos économies fonctionnent. Mais est-ce que ça va, au-delà de cette année, les 2-3 prochaines années, est-ce que ça change quelque chose après? Si je le savais, je serais plus riche que je le suis. C'est sûr que personne ne voit le futur, mais j'ai quand même une dernière question pour toi. Puis je sais que justement, tu vois pas dans le futur, tu n'es pas urbaniste, mais c'est une question qui me tient à cœur, puis j'ai pas lu sur le sujet. Par contre, il y a beaucoup de gens qui magasinent pour des maisons à l'extérieur des villes, donc le marché immobilier est beaucoup plus chaud dans les banlieues et les banlieues éloignées. Et il y a des chiffres, là, notamment à New York, c'est probablement le pire, où les villes se vident carrément de leurs résidents. C'est sûr que les résidents de New York sont plus mobiles et ont plus souvent d'autres résidences. Mais il y avait des quartiers où jusqu'à 40% des gens ont quitté à New York. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont vendu leur emplacement, mais ne sont plus présents dans la ville. Et moi, j'ai toujours été l'inverse. J'ai un vélo, puis je trouve ça stupide, l'idée d'aller de plus en plus loin. Et même moi, je comprends pourquoi l'attrait d'une maison de banlieue, c'est la première fois que je le comprends, parce que présentement, tout est compliqué. Plus qu'il y a de la densité, plus il y a de stress. Si tu as une cour arrière, ben, tu peux faire un peu qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu penses que ça va impacter les villes? Puis là, on va se retrouver, on se retrouve dans les années 50, puis le nouveau modèle, c'est une maison, 2 garages, 2 voitures, puis une grosse maison parce qu'il y a 2 bureaux Zoom. Mais c'est certainement inquiétant parce que on est déjà en voie de rater nos cibles de lutte au changement climatique. Puis c'est sûr que ça aide pas si on s'en va tous habiter en banlieue. Puis les cinéparks, tout le monde parle des cinéparks, il faut ouvrir des nouveaux cinéparks. Je fais comme, bordel, on retourne dans les années 50. C'est pas désagréable, les cinéparks. Mais, oui, non, c'est le fun. C'est juste le modèle. Mais oui, je comprends la préoccupation. Mais je comprends un peu les gens. Je pense qu'il faut avoir en tête, c'est que beaucoup de notre prospérité est toujours venue des villes. Puis c'est encore plus vrai maintenant, comme disait le maillage autour des universités, les startups, des choses comme ça. C'est pas possible dans un environnement où les gens sont jamais en contact les uns avec les autres. C'est juste qu'avant, on avait cette prospérité-là. Puis dans beaucoup d'égards, on était capable d'habiter en banlieue et de bénéficier de cette prospérité-là indirectement parce que justement, on pouvait travailler par Zoom, mais pour une entreprise qui bénéficie de l'existence de Montréal ou d'une grande ville comme Toronto ou New York. Là, je pense que effectivement, les grandes villes sont plus vulnérables aux pandémies, c'est évident. Mais ça ne veut pas dire que les avantages ont disparu. C'est juste que là, je pense que ça devient plus saillant que c'est quoi l'arbitrage. On accepte de vivre plus collé pour avoir des vies plus riches, pour avoir plus de prospérité. Mais effectivement, il y a des coûts en termes de risques sur ce genre de choses-là. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Là. On ne pourrait pas être prospère comme on l'est là si on habitait tous en banlieue. Ça ne serait juste pas possible. Puis à moyen terme, si on habitait tous en banlieue, ce qui nous guette, pas les pandémies, c'est le fait d'être inondé. C'est le fait d'être inondé, de voir des vagues de millions de réfugiés qui se déplacent dans le monde. Les changements climatiques n'ont pas disparu à cause de la pandémie, même si c'est une crise sérieuse et à court terme, mais la crise des changements climatiques, c'est une crise beaucoup plus sérieuse, puis pour laquelle on a beaucoup moins de solutions. Puis certainement, tous partis en banlieue, c'est le contraire d'une solution pour ça. Cool, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre intelligemment à mes questions qui étaient peut-être parfois maladroites. Merci beaucoup, Antoine. Ça fait plaisir. À la prochaine.